Alors j'appelle, on va beaucoup parler de sobriété numérique pour cette première table ronde sur l'essor de l'IA au sein des collectivités territoriales, pour laquelle j'appelle Ghislaine Séné. Je veux pas qu'on dise Ghislaine, Madame Séné, n'est-ce pas, et non pas Guylaine. Merci de nous rejoindre. Vous êtes autrice d'un récent rapport sénatorial sur la question. Stéphanie Morland, vous êtes directrice de la transition et des enjeux numériques à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, et vous allez nous décrire ce que vous faites avec l'IA. Vous avez une réflexion déjà très profonde. Et puis, mais vous me parlez aussi des interrogations que vous avez sur la consommation et l'utilité sociale de l'usage qui est fait de l'UA. Enfin, Marion Habert, vous êtes directrice générale adjointe de Paris Sepco, l'agence d'innovation de la ville et notamment de la métropole. Et vous nous parlerez, vous aussi, de discernement technologique et de réflexion donc, sur pourquoi faire et à quel coût carbone. Et puis on laissera la place aux échanges. Merci à vous trois. Je ne peux pas remarquer que c'est un plateau exclusivement féminin, mais souvent on nous fait remarquer que c'est le contraire. Et c'est d'autres, j'en suis d'autant plus content que c'est simplement parce que vous êtes ici et on ne présente pas le fruit d'une volonté paritaire. Donc, cette précision étant faite, Ghislaine Séné, je vous laisse tout de suite la parole pour que vous nous racontiez peut-être pourquoi ce rapport, pourquoi vous vous intéressez vous-même. Vous êtes l'ancienne maire d'une commune des Yvelines et vous connaissez donc bien les collectivités territoriales. Pourquoi ce rapport et quelles ont été vos conclusions? Vous me disiez qu'en préparant cette matinée, que vous avez été très étonné, favorablement étonné par la maturité, l'intérêt, l'ampleur de la réflexion que l'intelligence artificielle provoque au sein des collectivités territoriales. Oui, alors merci. Bonjour à vous toutes et tous. Alors oui, j'ai eu cette chance parce que je suis donc sénatrice des Yvelines, mais à la déviation collectivité territoriale, et c'était la présidente Françoise Gadet, qui est bon, ministre, qui souhaitait absolument lancer une mission d'information sur ce sujet, avec d'ailleurs par ailleurs à l'initiale un peu d'enthousiasme de mes collègues sénateurs. Et puis, bon, c'était il y a 2 ans. Et puis, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. On en parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle tous les jours. Et donc, moi, ayant eu un passé professionnel, alors pas dans l'information, l'intelligence artificielle, mais en tout cas dans la base de données et tout ce qui était autour des data warehouse. Enfin, bon, tout ça me passionnait. Et donc, j'ai accepté cette mission, et effectivement, moi j'ai été immédiatement frappée par le degré de maturité des collectivités, alors des grandes collectivités, des grands territoires, hein, parce que évidemment, il ne faut pas se voiler la face. On a quand même aujourd'hui encore une fracture qui pourrait d'ailleurs énormément s'intensifier, dans le sens où il faut des moyens humains, des moyens évidemment financiers, et que les petites communes aujourd'hui certaines s'y sont engagées, mais on a quand même voilà, cette fracture qui est sur laquelle, par ailleurs, il faut absolument que l'on travaille. Et c'est une des recommandations que nous avons fait dans ce rapport, qui fait 11 recommandations. Je vais pas toutes vous les détailler. Je vais vous inviter à lire le rapport qui est sur le site du Sénat. Et puis, de toute façon, dans les échanges, si vous souhaitez, on pourrait tout à fait en développer quelques-unes. La grande majorité en fait des territoires, hein, alors ça peut en Bretagne, Rennes, Brest, on a aussi Nantes, Montpellier, enfin on a vraiment énormément de sacré. Il y en a beaucoup de collectivités qui ont commencé en fait initialement par voilà, l'achat d'un logiciel sur lequel il y avait un module IA, et puis très vite ils se sont rendus compte, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux, que si on n'appliquait pas les agents territoriaux, en fait, il y avait une très grande réticence de l'utilisation de l'IA. Et donc, chacun, finalement, en fonction de l'implication d'élus, se sont investis de manière totalement différente. On a par exemple Nantes, je trouve l'expérience assez intéressante, Nantes, qui finalement se lance dans un logiciel de lutte contre le gaspillage alimentaire pour ses cantines, et puis ça prend absolument pas en fait les agents
ne travaillent pas, alors que c'est pourtant une solution qui est avérée, qui permet de pouvoir gagner en efficience et en moins de gaspillage. Et donc, ils ont décidé en fait de le reprendre complètement. La rétection, et ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur le sujet avec des élus très impliqués qui font partie d'ailleurs d'une association qui s'appelle les Interconnectés. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une association qui a labellisé 26 territoires, qui fait forum des interconnectés tous les ans. Il y a 1300 participants, c'est vraiment et sur lequel il y a vraiment des échanges de pratiques. Enfin, il y a vraiment les territoires qui parlent entre eux. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et donc, non, ça fait 3 ans qu'ils travaillent sur le sujet, mais ils n'ont pas encore implémenté directement de solutions. Ils vont le faire, mais en fait, ils veulent s'assurer que et l'ensemble des services, l'ensemble des agents, la population, bien évidemment, qui est également intégrée, puisse comprendre, être sensibilisée et puis réellement travailler sur le sujet. Et donc, ils ont défini comme ça des critères qui vont de, bien évidemment, la protection des données privées, pas d'identification biométrique, et évidemment la question de la cybersécurité, mais aussi allant jusqu'à le dernier critère qui est dire qu'il faudra évaluer en fait la solution face à une solution sans IA. Parce que, bien évidemment, grande majorité sont touchés également à, en tout cas, travail sur la question de la frugalité, notamment éviter à ce que cette intelligence artificielle puisse soit durable et en tout cas soutenable. Aujourd'hui, quels sont les usages principaux qui sont faits, qui sont opérationnels, qui sont de l'IA dans les collectivités? En fait, il y a 2 axes. Il y a en interne. En interne, on voit bien que les collectivités ils trouvent un intérêt dans l'entreprise, c'est pareil, mais dans les fonctions RH, dans les questions de veille juridique. On a aussi la question de l'accueil, la question de la production, en fait, des services administratifs dans la production de textes, notamment des délibérations. Il y a des logiciels qui travaillent réellement, d'ailleurs, avec des bases de données fermées, qui permettent, en tout cas, d'avoir un résultat le plus approprié possible, parce que moi aussi, c'est mon découverte, c'est que il faut démystifier aussi l'IA. Je veux dire, il y a derrière tout des fantasmes quand même, où on a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et vous avez le compte rendu, vous avez la bonne délibération qui va bien. La réalité, c'est que le modèle doit encore s'améliorer. Là, ça va très vite. Il est vrai, puisque l'IA générative, on voit bien la capacité. Plus on met de data et plus effectivement les modèles, les algorithmes s'améliorent eux-mêmes. Mais on a donc en interne beaucoup d'utilisation et en externe, c'est-à-dire le service public local, on a vraiment un fort développement autour de tout ce qui touche la question environnementale, c'est-à-dire la gestion des déchets, l'éclairage public, alors l'accueil du public. Et on a aujourd'hui des chatbots qui répondent aux questions. La vie de plaisir, c'est 80% des appels sont résolus par IA, alors avec bien évidemment une alerte à l'initial quand la personne appelle la numérique, sur lequel d'ailleurs la voix est encore un peu métallique, pour expliquer qu'effectivement c'est pas une vraie personne qui est là, et donc il arrive à répondre à 80% des réponses. Donc on a vraiment tout un champ en fait qui s'ouvre sur les différents produits. Quand vous dites base de données fermée, c'est-à-dire base de données propre à la collectivité territoriale ou... Alors, c'est-à-dire qui reprend par exemple, en tout cas pour les délibérations, qui reprend les décrets d'application, les journaux officiels, tout ce qui sort de l'Assemblée nationale et du Sénat, et puis toutes les délibérations des collectivités qui souhaitent bien apporter. Donc c'est vraiment, en fait, on n'est pas là sur le web général, on est vraiment sur quelque chose. Peut-être nous dire 3 non pas les 11, parce que ce serait peut-être trop long, mais les 3 recommandations qui vous semblent les plus essentielles de votre travail au Sénat. Alors, dans les 3 recommandations, moi, je pense qu'il y a vraiment la question de la sensibilisation et à la fois des agents et du public. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de craintes ou voire de fantasmes, mais je crois qu'il y a besoin absolument de former et de faire de la sensibilisation et de la pédagogie. Ensuite, il y a moi, je crois, la question du chef de fila. En fait, on voit bien, il y a des territoires qui sont vraiment très avancés sur le sujet,
Et on propose à ce que ces territoires puissent réseauter sur le territoire lui-même pour pouvoir accompagner, apporter une aide aux plus petites collectivités. Et puis, s'il faut choisir une dernière, moi, je pense que c'est sur la question de la cybersécurité. On voit bien à quel point c'est un enjeu qui est fondamental. Il y a la directive Cybersecurity Act européenne sur lequel il n'y a pas encore de texte de loi ici en France. Qui va impliquer quand même que c'est du coût, c'est du moyen humain, et donc il va falloir accompagner. Alors c'est les grandes collectivités, les métropoles, les régions, les départements. C'est à peu près 1500 structures qui vont devoir se mettre aux normes sur les cyberattaques, mais ça nous semble aujourd'hui plus qu'indispensable. À l'heure où les finances publiques sont restreintes et que les collectivités subissent des ponctions peut-être grandissantes dans les années qui viennent, est-ce qu'il vous a semblé, est-ce que vous traitez la question de savoir si ça va produire des économies potentiellement, peut-être même au détriment de la masse salariale? Et question subsidiaire, est-ce que ça inquiète du coup les syndicats? Alors, c'est toute la difficulté, en fait. Et alors ça, ce sera vraiment de la volonté politique. C'est un choix politique. Effectivement, on pourrait se dire, l'accès à l'intelligence artificielle a un coût très important, sur lequel aujourd'hui, personne ne sait réellement comment on va le financer par ailleurs. Il y a beaucoup de priorités, et on sait à quel point la question budgétaire est prégnante. Donc, on a un vrai sujet, et moi, je pense que ce serait une erreur de se dire, on va pouvoir investir sur l'IA parce qu'on pourra faire des économies en matière de charges sociales. La réalité, c'est que aujourd'hui, l'IA toute seule, ça n'existe pas en fait. On a besoin de l'humain. On a besoin de toute façon de contrôle et on a besoin d'une interaction qui sera toujours là. Donc ce serait un mauvais calcul. Par contre, on peut réussir effectivement à gagner maîtrise de coûts, notamment sur la gestion de certaines politiques publiques directes, d'optimisation dans les flux, collecte des déchets, sur lesquels on peut réellement apporter, avoir des gains directs. Mais moi, j'ai quand même très peur aujourd'hui des effets rebonds. C'est-à-dire que plus on utilise l'IA, plus on a envie d'utiliser l'IA, et plus ça peut avoir aussi un coût. Et bon, on parlait tout à l'heure des data centers, on a aussi la question réelle de la soutenabilité, de la durabilité, du stockage de ces données. Et si on laisse comme ça partir l'IA générative en particulier, et quand on voit dans les domaines qui touchent, alors pas forcément les collectivités territoriales, mais en tout cas les comptes publics, très vite... Et ça, là, j'ai pas dit que vous étiez sénatrice écologiste, n'est-ce pas? Et donc, sans doute, peut-être encore plus sensible que les autres à cette dimension. Ça fait partie de vos recommandations. On commençait à en parler avec Thomas Emerdinger. On va en parler beaucoup avec Marion Appert et Mme Morland, c'est-à-dire de s'interroger dès à présent sur le coût carbone de ce qu'on fait avec l'IA. Moi, ça me semble indispensable. Alors, dans le rapport, on le glisse en disant que, notamment sur le marché, les appels d'offres, il faut absolument intégrer et obliger les entreprises prestataires à pouvoir intégrer le bilan environnemental et le coût et l'impact environnemental. Mais on a l'État travaille réellement sur les sujets et collab à développer toute une charte de critères qui permet de pouvoir aujourd'hui, en tout cas, donner accès à un certain nombre de critères pour les collectivités au moment de la prise en compte il y a des normes en fait qui sont en train de se définir. Un bon travail qui est fait sur le sujet. Merci infiniment. Stéphanie Morland, vous êtes directrice de la transition et des enjeux numériques à la CAPS, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, que préside Grégoire Delastérie. Et je crois que vous allez nous décrire notamment la stratégie numérique globale qui est en cours d'élaboration. Et puis, vous allez nous dire à la fois la réflexion que vous avez, si vous voulez bien, sur cette question, et puis les usages, parce que c'est très intéressant d'être concret. Je pense notamment à Urbaïa, qui permet de modéliser l'impact carbone, justement, des plans locaux d'urbanisme, qui est un outil extrêmement intéressant et qui montre, Thomas Emerdinger le disait, que en dehors de l'usage immédiat, il y a quand même des bénéfices attendus qui sont potentiellement très importants. Oui, merci. Je ne vais pas revenir, il y a j'entends des mots-clés, ce rapport, on l'a lu. Et donc, oui, à Paris-Saclay, on n'est pas une métropole, même si le Paris-Saclay, il y a, il y a l'écosystème Paris-Saclay, et nous, c'est une agglomération au sud de Paris, on est juste en limite du Grand Paris, avec quand même des interactions, puisque là, on en a parlé, il y a ces implantations des data centers,
C'est un territoire urbain-rural, 27 communes. Donc, on a bien ces problématiques, comment on entraîne des petites communes sur ces enjeux. On se place dans une logique, je vais vous poser le contexte, effectivement. Le travail en coopération fait partie du réseau des interconnectés. On travaille aussi en lien avec l'Institut Paris Région. Enfin, à chaque fois, c'est comment travailler avec les autres parce que ce sujet bond très, très vite. Et on commence à se placer aussi dans une logique de réseau européen puisqu'on voit bien les choses ne s'arrêtent pas aux frontières. Une fois dit ça, effectivement, il y a une stratégie numérique globale qui est portée donc par nos élus avec une volonté politique qui est marquée. Ça, c'est important parce que sinon, c'est quand même compliqué. Donc, avec une gouvernance assurée par le président et au fur et à mesure par les vice-présidents en fonction de leur délégation. Donc, il y a un vice-président aux enjeux numériques, innovation territoriale, mais il ne porte pas tout, quoi. Il y a le vice-président d'RH qui porte les choses, voilà. Et il y a plusieurs aspects. Donc, on a voté une stratégie sur l'inclusion numérique, une stratégie sur les enjeux de domaine, une stratégie sur le numérique responsable. Et en septembre dernier, c'était la stratégie IA. Donc, entre septembre et la date à laquelle je vous parle, on voit bien qu'il y a des choses qui sont encore accélérées. Donc, j'ai essayé de revenir à ce base sur quatre principes. Le premier, c'est de l'IA au service des usagers des territoires. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est une IA frugale. Je vous montrerai avec des exemples concrets. Le troisième, c'est comment on travaille sur l'attractivité. Alors, l'attractivité, c'est comment on travaille avec les acteurs d'un territoire, nos acteurs, les associations, les start-up, les grands groupes, et comment on consolide, j'allais dire, une dynamique. On voit bien que c'est des préoccupations en France et en Europe par rapport à un contexte international qui est quand même tendu. Et le quatrième axe, oui, c'est justement, on revient sur ces enjeux de souveraineté et d'éthique, qui sont importants. Donc, pour faire ça, depuis septembre 2024, il y a eu des priorités. Donc, on a lancé Jourien. On ne peut pas faire de IA si on ne partage pas un langage commun. Donc, à destination interne, à destination externe. Donc, en interne, c'était plan de formation pour l'ensemble de tous les agents. Des séminaires à destination de nos élus. On en a presque fini. Là, il nous reste à travailler avec les agents des services techniques. Il y a une approche spécifique à faire et c'est pas forcément les plus résistants. Enfin, oui, distancés. Mais on va travailler là avec le réseau des conservatoires où là, il y a vraiment des craintes. Voilà. Donc, quelle sorte, c'est-à-dire le constat, c'est que l'IA est là. Les craintes, c'est de destruction d'emplois? Ah oui, franchement, c'est ça. Et là, sur les métiers de la culture, c'est tous les enjeux de propriété intellectuelle. Donc, c'est déjà, quand on parle, c'est du quel vocabulaire on parle, que certains l'utilisent au quotidien et s'en rendent même pas compte. Et derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans nos métiers avec les enjeux. Donc, aussi ces évaluations en amont projet. Et puis, on a travaillé aussi en concertation territoriale. Ça, c'est aussi grâce aux échanges de réseau. On a challengé notre stratégie et effectivement faire remonter les craintes parce qu'on s'est rendu compte qu'à Nantes ou à Montpellier, et là, on vient sur des enjeux de gouvernance politique, où finalement, les gens utilisent l'IA au quotidien, mais dès que c'est les collectivités qui s'en emparent, là, il y a une forte résistance. Et là, la crainte de nos élus, c'est qu'on se prenne un contre-coup qui n'est pas pris. Donc ça, c'est le premier axe qu'on est en train de faire, qui est pas simple, mais qui est intéressant parce que ça permet d'échanger, de côté. Et deuxième, on s'est dit, il faut porter, justement, il faut que ça devienne concret. Donc on part sur la base du volontariat. Donc on a mis en place un appel à projet ADER. On a sélectionné, il y a 17 remontées avec des choses très différentes. On revient bien comment optimiser du fonctionnement interne, des choses comment on optimise des services rendus aux usagers, comment on accélère la transition environnementale. Sur ces projets retenus, on a fait une petite analyse et il y en a certains, on a préconisé qu'il ne fallait pas retenir de l'IA. Pour améliorer des certificats d'assainissement, il n'y a pas besoin d'IA. Donc, c'est aussi des choses qu'on essaye d'insuffler. Et là, donc, dans les projets, il y a des choses effectivement sur comment on regarde sur la gestion des délibérations, ce genre de choses. Comment on optimise aussi le traitement, nos comptes rendus de réunion sans pour autant surcharger ces comptes rendus parce qu'à un moment, ils ne sont pas lus, quoi. Et puis, il y a des sujets
comment on travaille effectivement sur la prévention des inondations, et comment on amène ce projet. On travaillera avec une start-up et en lien avec des scientifiques, parce qu'on voit bien que c'est quand même complexe, avec des objectifs donnés à voir d'ici la fin de l'année. Je mets ces projets-là et puis je peux peut-être faire un petit focus sur le projet Urbaï. J'allais vous le demander. Voilà. Donc c'est un projet sur lequel on fait partie d'un réseau. C'est comment optimiser l'impact environnemental nos plans locaux d'urbanisme avec les injonctions contradictoires. Il faut densifier, il faut en même temps arrêter l'artificialisation des sols. On voit qu'effectivement, c'est comment les enjeux de pollution de l'air, les enjeux de prévention des inondations. Et on voit bien que là, au niveau de la région, il y a le nouveau schéma directeur régional avec cet aspect environnemental qui va venir opposable sur les plans locaux d'urbanisme. On est pareil dans les autres régions en France. Et là, nos élus et les services, on me dit, ah oui, mais nous, il va falloir qu'on reprenne nos plans locaux d'urbanisme. Et comment on fait, quoi? Qu'est-ce que je fais? Je construis plus, je construis moins. On a aussi des Paris-Saclay, des data centers qui doivent arriver, donc forcément artificialisation de sol. Enfin, la question, comment je porte ça? Donc, on s'est dit, de toute façon, il va falloir réviser nos plans locaux d'urbanisme. Actuellement, nos plans locaux d'urbanisme, c'est quoi leur impact environnemental? Et là, oui, à part faire des études, il n'y a pas forcément les indications. Vous en parlez au pluriel, mais rassurez-moi, vous n'en avez qu'un. Non. Non, parce que là, nous, on n'est pas en plan régional, lui, puisque nos élus ont décidé d'y garder la compétence au niveau communal. Ah, ils ont le droit de le Ils ont le droit, ouais. Mais par contre, il faut qu'ils votent régulièrement pour dire on garde ces compétences. Est-ce que ça peut être compliqué, en même temps, c'est intéressant, parce que là, ça permet aussi de travailler avec des maires qui ont leur sensibilité, leur rapport vraiment à leur ville, notamment avec des maires d'une petite commune rurale. Donc, pour monter ce dossier, on s'est associé avec un consortium de scientifiques, d'acteurs publics, Institut Paris Région sur les enjeux d'urbanisme, et d'acteurs privés avec des start-up, et puis un industriel français. Voilà, je ne le nomme pas tous, mais vous pourrez trouver. Et dans le dossier de candidature, ce que demandait l'État, c'est d'évaluer l'impact environnemental de l'utilisation d'IA. On va faire tourner 5 systèmes d'IA complémentaires qui vont devoir s'agréger entre eux. Et donc, on s'est dit, on l'a calculé, en gros, là, on fait tourner nos PLU, celles qui sont là. Voilà l'impact environnemental que si on ne faisait rien, ce que ça poserait, étant en matière d'artificialisation, mais ça, on a demandé à nos partenaires d'évaluer l'impact, parce qu'il y a déjà des systèmes qui commencent à tourner. En disant, voilà, donc quand vous faites tourner les données que vous utilisez, déjà, est-ce qu'elles sont stockées en France? Voilà, ce genre de choses fondamentales. Et c'est quoi l'impact sur ces systèmes? Donc, on a utilisé ces grilles qui ont été évoquées, qui sont disponibles sur le site d'Ecolam, évaluer, avant de lancer le projet, déjà cet impact environnemental. Donc là, on parle d'un projet complexe, mais ça peut être des choses qui peuvent être autres sur des petits projets aussi, pour se dire, là, il n'y a vraiment pas intérêt de lancer. Si le fait de faire tourner des systèmes d'IA a un impact environnemental supérieur à ce que ça apporterait sans l'utiliser, il ne faut pas le faire. Donc là, on a fait la démonstration, et pendant le projet qui va durer 3 ans, à chaque avancée projet, on va devoir challenger cet effet pour voir si c'est bien visible. Donc là, on en est en démarrage, tout a été signé, on a commencé les premières réunions techniques. On travaille aussi en lien, je reviens avec ça, c'est très important, avec un comité utilisateur qui mêle des gens avec les services urbanisme des villes, les services transition écologie. On ira travailler plutôt en deuxième phase de projet aussi en concertation publique. Est-ce qu'effectivement, quand en concertation publique, il faut aller travailler sur l'évolution d'un plan local d'urbanisme, on ira montrer avec les travaux qui seront avancés. Et donc, on s'axe bien sur ce besoin utilisateur, je dirais besoin métier, pour après utiliser le technique. Parce que l'IR, c'est quoi? C'est de la statistique, hein. C'est des homodéens. Si moi, j'ai un profil, je suis ici de ce domaine-là. Bon, je simplifie, c'est un peu plus complexe, voilà. Et derrière, donc, ces frugalités, ces enjeux aussi, quel modèle d'IA on fait tourner et pourquoi. Donc, on travaille aussi sur l'explicabilité. Parce que derrière, quand les élus iront dire, j'ai évolué mon PLU, ah oui, mais je me suis fié à un outil qui me dit ça. Ouais, mais est-ce qu'on aura, on vient bien sur les boîtes noires d'IA, est-ce que j'aurai des explications
pour aller pouvoir donner quand si jamais j'ai une requête, une fois que j'aurai lancé mon plan local d'urbanisme en me disant bon, bah là, j'ai privilégié peut-être de grossir aux abords d'une gare et de monter, de densifier, parce que finalement, ça fera moins d'impact environnemental à l'échelle de ma commune. Et le fait que la solution qui tournera pourra aussi travailler sur une échelle un peu plus globale, ça permet de se dire, bon, bah, il y a une commune, peut-être, on sera moins exemplaire, mais à une échelle d'une collectivité, ça sera de santé. Voilà. C'est des choses qui sont... On est à début de projet, ça prend bien dès que les utilisateurs, et puis là on a pour le mois de juin le deuxième objectif avant l'été. Très bien, merci infiniment. Marion Rappert, vous utilisez donc vous êtes directrice générale adjointe de Paris Senco, qui est une agence d'innovation. Vous incubez pas mal de startups, il y en a une tout à l'heure qui viendra pitcher, et vous utilisez le terme de discernement technologique. Pour dire à quel point vous estimez qu'il faut, comme ça a été dit déjà, faire le rapport coût-bénéfice de l'IA, notamment coût carbone. Expliquez-nous votre vision de ces questions. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je travaille au sein de Paris Senco, qui est l'agence d'innovation de Paris et de la métropole. Et on a une spécificité, c'est qu'on travaille aussi bien avec des collectivités qu'avec des grandes entreprises, par exemple EDF, Cégaris, que j'ai aperçu dans ma salle, et avec des startups. Et en ce moment, tout le monde nous dit on fait quoi avec cette IA? Est-ce qu'on l'exploite à fond? Quels sont les garde-fous? Et nous, notre mission, c'est de favoriser l'essor de solutions durables, mais aussi de conseiller les parties prenantes. Donc, on essaye, comme on peut, de donner des conseils et de faire dialoguer toutes ces parties prenantes. Une chose qu'on a remarqué, c'est que, effectivement, je vous rejoins, il faut démystifier l'IA dans le sens où l'IA, elle est là depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on a des cas d'usage qui impliquent cette technologie. Je pense par exemple à l'optimisation des flux de mobilité. Ça fait très longtemps que le Grand Lyon travaille dessus, par exemple. Sur les stationnements intelligents, ça fait longtemps aussi qu'il y a des solutions qui sont déployées. Je pense à une solution comme Ficha qu'on accompagne depuis des années qui va permettre de mieux trier les déchets et de doter les camions d'aine et les poubelles d'intelligence, ça compte aussi pour les remplacer. Des cas d'usage, il y en a beaucoup. Et on sait que l'IA peut être vraiment très utile. Donc ça, il n'y a pas forcément de questions dessus. On connaît des cas d'usage qui sont pertinents. Ce qui change un peu la donne, malgré tout, c'est l'arrivée de l'IA générative qui change de modèle et surtout consomme beaucoup plus. Donc, l'IA générative, elle va poser des questions aux collectivités, notamment ce qu'on note ici, c'est qu'il va y avoir des administrés qui vont être le plus en plus outillés pour faire des requêtes administratives, pour saisir aussi les administrations. Et face à ça, on va avoir des collectivités qui, on va attendre qu'elles soient réactives, qu'elles soient capables de répondre à ces requêtes. Donc là aussi, ça peut un peu changer les pratiques. Par ailleurs, on sait que cette IA, en général, mais encore plus générative, elle a un coût. On en a tout parlé. Ça consomme beaucoup d'énergie. On sait qu'une requête sur l'IA générative, c'est à peu près 10 fois plus d'électricité qui est consommée qu'une requête sur Google. Voilà, si on passe son temps à chatter avec ChatGPT, ça peut nous mettre assez vite. Il y a des enjeux aussi de consommation de matière qui sont utilisés pour les infrastructures et qui sont d'extraction minière. Enfin, il y a des enjeux sur l'eau. Question idiote, il y a des outils pour mesurer, parce que moi je me sers d'IA tous les jours, je ne sais pas du tout combien ça me coûte en carbone, enfin combien ça coûte à la planète. Alors c'est assez difficile d'avoir toutes ces informations parce qu'elles ne sont pas toujours publiques, rendues publiques notamment par ceux qui proposent ces technologies. Et c'est là que c'est intéressant puisque quand on parle d'innovation, je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'il y ait des solutions innovantes qui sortent. Comment on mesure cet impact général? Il y a des structures qui proposent déjà ça, par exemple EcoLLM, qui est une start-up qu'on accompagne et qui va vraiment vous accompagner pour identifier les cas d'usage pour lesquels vous utilisez l'IA et qui va en face vous dire, voilà, le coût environnemental que ça représente. Il y a également, des bonnes pratiques qui sont mises en avant. On parlait de l'AFNOR, qui a sorti un référentiel général pour l'IA frugale. Il y a de plus en plus de choses. Il y a les démonstrateurs qui ont été lancés par la Banque des Territoires qui questionnent cet enjeu d'usage frugaux de l'IA. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et c'est en ça que c'est hyper important de se dire innover, c'est réussir à faire mieux
avec moi. Et là où je parle de discernement technologique, c'est un nom qu'on a poussé parce que en fait, on a des partenaires qui sont venus nous voir après l'essor de la Smart City et qui nous ont dit, des partenaires plutôt dans le secteur de l'immobilier, donc Grand Paris Aménagement, SNCF Immobilier, Depama Immobilier, par exemple, qui sont venus nous voir, BNP Paribas Real Estate, et qui nous ont dit, on a été happé par cette ère de la Smart City. On a eu beaucoup de capteurs un peu partout pour mesurer la qualité de l'air, pour favoriser l'utilisation de nos immeubles. Et maintenant, on en revient un peu, dans le sens où on n'a pas forcément été suffisamment guidé et donc on a déployé massivement toute cette intelligence. Aujourd'hui, ça nous coûte très cher en maintenance. On se rend compte qu'il y a des enjeux d'utilisation. On ne sait pas toujours utiliser tous ces porteurs. Et donc, on se demande si on a bien fait de mettre autant d'intelligence partout dans nos bâtiments. Et donc, avec ces acteurs, on a travaillé pendant 3 ans sur l'essor d'une ville plus sobre et sur cette notion de discernement technologique. On y a associé la métropole de Grand Paris, on y a associé la ville de Paris. Et ensemble, on a listé une série de questions qu'on retrouve dans cette réflexion sur l'IA, qui est d'abord, quel est le besoin? Est-ce que je réponds à un vrai besoin ou est-ce que je suis en train d'offrir un oui? Ensuite, quand j'ai identifié le besoin, quelles sont les solutions qui sont les plus pertinentes pour y répondre? Est-ce que c'est forcément des solutions technologiques ou est-ce que c'est forcément ça peut être des solutions qui sont plus low-tech? Et une fois qu'on a ces panoramas des solutions qui sont possibles, si je peux prouver que la solution technologique représente des gains supérieurs qu'une solution qui ne l'est pas, alors effectivement, allons vers cette solution technologique en s'assurant de pouvoir vérifier avant, pendant et après la transformation que ça représente et que le prix-bénéfice est toujours, que le bénéfice est toujours supérieur au coût. C'est un peu ce qu'on se disait. Il y a une façon de le faire, c'est aussi de miser sur l'expérimentation, le test, avant de généraliser. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup avec la métropole du Grand Paris, puisqu'on a développé des quartiers métropolitains d'innovation. On a 10 quartiers à l'échelle de la métropole, donc avec des territoires qui sont variés. Ça va de Noisy-le-Grand, qui sont assez à la pointe sur ces enjeux de villes intelligentes, à des villes comme Athis-Mons ou Aubervilliers, par exemple. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de briques IA dans les solutions qui sont déployées. Et c'est une bonne chose parce que expérimenter, ça veut dire tester, voir la propagation, essayer d'évaluer cette consommation et après en tirer des solutions pour généraliser avec un marché ou au contraire se dire peut-être on va aller dans une solution qui est complètement différente et qui dispose de moins de technologie. Donc ce discernement technologique, voilà, c'est en fait du bon sens. C'est prendre le temps de regarder les impacts, d'évaluer, d'expérimenter, et puis ensuite, effectivement, généraliser si c'est pertinent. On peut mettre des clauses qui vont, par exemple, demander aux fournisseurs d'avoir fait formation sur justement les impacts de l'IA. On peut être exigeant en se disant je déploie cette solution avec de l'IA parce que je sais que le gain il va être important. Par exemple, je souhaite diminuer la consommation énergétique de 200 bâtiments. C'est une des ambitions de Noisy-le-Grand. Et donc, je vais m'appuyer sur une IA parce que l'ambition est forte et je sais que ça va permettre un bénéfice important. Très bien. Profitons de votre connaissance. Vous êtes aussi Paris Senco est aussi un incubateur. Et du coup, parmi les startups que vous incubez, quels sont les usages majoritaires de l'IA? Est-ce que vous constatez que c'est un vecteur vraiment de développement? Beaucoup de startups se fondent sur des modèles d'IA pour croire en leur projet, ou est-ce que c'est peut-être moins ça que ce qu'on pense? Enfin, c'est quand même très présent, hein, je vais pas vous mentir. C'est en ça que c'est important d'avoir des garde-fous aussi de localisation et la part des collectivités. Parce que l'IA propose une puissance assez importante. C'est très présent du coup sur l'optimisation des flux dont je vous parlais, la gestion des déchets. Ça va être aussi par exemple sur des enjeux de rénovation énergétique ou de faire des économies d'énergie. On a par exemple une structure qui s'appelle la Carto AI qui propose de scanner vos bâtiments, de faire des images thermiques et de déterminer où il y a des problèmes d'isolation. C'est aussi une solution qui permet de lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbain. On a des solutions aujourd'hui qui vont permettre également de faire de la prédiction, par exemple sur la qualité de l'air avec des capteurs, et qui vont permettre de dire comment la qualité de l'air va évoluer et comment du coup il faut adapter les systèmes de ventilation.
Voilà, donc les cas d'usage sont assez variés. Là, je vous ai parlé surtout des sujets sur la ville durable, mais il y en a énormément sur le sport, les enjeux de vitalité. On peut aussi en trouver dans la santé. Enfin, voilà, les champs d'implication sont quand même très larges. Très bien. Et y a-t-il des questions à ce stade? On a encore un quart d'heure, monsieur, je vous en prie. Bonjour, c'est une question pour Madame la sénatrice et Madame Morland. Vous avez parlé de beaucoup de solutions logicielles qui sont aujourd'hui testées et éprouvées, en test, en cours, mais toute la partie amont, c'est-à-dire la gouvernance de la data et la école de la data qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'IA, est-ce que c'est des choses que vous avez pu voir, vous, dans vos expériences, mis en application avant de trouver une solution logicielle? Ça, c'est une question fondamentale en fait. C'est qu'on se rend compte beaucoup dans les collectivités locales. La data, ça n'a jamais été vraiment suivi. En fait. Il y a énormément de data sensibles. Mais effectivement, il y a tout un travail. Parce que le résultat de l'IA va être de plus en plus efficace si la data elle est bonne, si la qualité de l'information est là. Donc quand moi je parle de la question de la formation et de la sensibilisation, ça intègre également en amont ce pan en fait, tout ce pan. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut absolument dans les collectivités avoir des services. Enfin, il faut à un moment donné un responsable de la data qui soit en capacité de pouvoir apporter cette expertise là. C'est effectivement un champ très très important. J'ai complété et effectivement on en vient à l'impact de l'IA ou de la data. Donc nous dans la GICACAM, la gouvernance politique qui s'est traduit aussi avec un portage, c'est porté par notre direction en général. Comme on dit, il y a une compétence finance à avoir quand on est dans les équipes et notamment en management. Maintenant, il y a une compétence donnée IA à avoir. Donc, c'est pas de faire des data qualité. Donc, il y a une direction dédiée avec un service dédié sur la donnée, un service dédié sur l'IA. Après, que m'importe, selon les collectivités, il y a un petit tour de table, pour les collectivités en France, comment elles fonctionnaient. Il y a différents modèles. Il n'y a pas de modèle. Par contre, cette fonction, le data devient important. Il y a ces enjeux. Donc, nous, on va sortir une charte managériale pour, je pense, l'automne, le temps qu'on regarde un peu ce qui se passe et en faisant c'est quoi les principes de base que vous devez appliquer et veiller à ce que vos collaborateurs dans les équipes s'en saisissent. Donc, je reviens aussi sur les entretiens annuels. Donc, il y a dans le plan de formation, les choses feront pour en interne qu'on fera en lien avec les organismes des formations des partenaires. On réfléchit comment ça soit pas une fois, parce que je vois sur la donnée, on l'a fait en 2022 déjà. On avait formé, on a mis un réseau de référents, puis les gens partent, et puis les choses vont très vite. Donc, comment on maintient ça? C'est ce sur quoi on est en train de réfléchir. On n'a pas encore tout fait là. La solution, mais on pense que si c'est approprié par le management, ça permettra d'apporter une base. Et du coup, on va rentrer sur des principes de plan de formation. Ça va être inscrit dans le plan de formation avec des idées de certification. Je sais que des collectivités commencent aussi à s'en emparer. Et la difficulté, alors, on n'a pas des gros services. Pour l'instant, c'est ce cas de la donnée, il n'y a 3 personnes. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on mutualise aussi avec les villes, parce que les petites communes ne peuvent pas avoir ce niveau d'expertise. Et on réfléchit comment, et c'est là, je reviens sur ces réseaux qui sont importants, parce qu'il faut pouvoir échanger avec des pairs, échanger avec les sachants. Donc, je reviens sur cette gouvernance. Alors, il y aura l'annonce sur la deuxième quinzaine de juin, mais c'est comment cette gouvernance, je veux dire politique, cette gouvernance interne va être confortée par une gouvernance externe et scientifique. Voilà, notre président souhaite lancer un comité éthique et scientifique en faisant, on ne peut pas aborder ces sujets de transition quels qu'ils soient numériques, environnementaux, même sociétaux, parce que du coup, qui aime percuter finalement les politiques publiques. Et on ne peut pas être à Paris-Saclay. Là, je pense qu'il y a aussi une spécificité de notre territoire sans s'appuyer sur les acteurs. Parce que sinon, on va avoir franchement, le ressenti, c'est un territoire à 2 vitesses, quoi. On va voir ce qui se passe dans les labos de recherche. Mais nous, au quotidien, on revient à ce qui est évoqué. C'est que les habitants vont utiliser l'IA générative et nous, en tant que collectivité, on va pas être au rendez-vous. Y a-t-il... Vous vouliez parler?
Oui, je vais juste faire de la pub pour une association qui s'appelle Fonction publique du 21e siècle et qui vient de sortir un livre blanc, enfin je sais pas si c'est un livre blanc, mais en tout cas un livre avec des préconisations qui s'appelle ChatGPT ne fera pas le café et qui propose voilà, plein de conseils sur justement qu'est-ce que je fais de mes données, comment je vais les récolter, comment j'embarque les agents pour qu'ils se sentent concernés. Et j'ai trouvé qu'il était très accessible et pédagogique. Donc, voilà, je vais peut-être le dire. Ils n'ont pas payé, je promets. Y a-t-il d'autres questions à ce stade? Oui, monsieur. Oui, j'avais une question sur le millefeuille administratif au niveau de la région Île-de-France. Est-ce que l'IA peut être introduit et optimiser éventuellement les transitions d'une strate à une autre? Ou est-ce que ça résout vraiment, je sais pas, loger à cet année? C'est au Parlement, là, La question des strates et de la déconcentration et de la décentralisation. Alors, ça semble compliqué que ça puisse être la région, à l'échelle régionale, qu'on puisse traiter. Nous, enfin, je pense qu'il faut redescendre. Et je pense que l'application de l'IA à l'échelle d'un territoire a beaucoup plus de pertinence, alors que les régions puissent accompagner les collectivités dans le financement, voire même dans la réflexion. Mais il y a vraiment aujourd'hui une structuration qui se fait au travers de territoires et un réseautage qui finalement n'impose pas à ce que des collectivités prennent une compétence propre, que ce soit la région ou le département. Je crois qu'au contraire, sur ces sujets-là, il faut laisser vraiment ce réseau qui est en train de se former avec vraiment des échanges qui se font parfaitement. Moi, personnellement, je ne déprendrai pas le speed des modèles en disant absolument qu'une collectivité se saisisse de l'IA pour ensuite essaimer sur les territoires. J'avais une question. Est-ce que vous, collectivités, vous qui les observez, vous constatez que les éditeurs de logiciels de gestion financière, j'imagine qu'il y a des logiciels de réponse du traitement administratif, et s'ils vous proposent de plus en plus des solutions qui représenteraient des gains de productivité totalement abyssaux, et que vous regardez ces questions en termes de perspective avec, après-demain, une réorganisation profonde, j'imagine, pour ne pas dire de suppression d'emplois, mais de réaffectation, grâce à ce que ça va permettre de libérer. Alors, je reviens entre les crêtes, effectivement, regarder ce qui se passe. Il y a eu une étude faite sur l'impact sur les métiers qui sont en fonction publique et non en fonction publique. Donc, on est plutôt, pour l'instant, dans une réflexion d'accompagnement et d'évolution de métiers qui vont être impactés. J'allais dire, les premiers métiers, c'est ceux de l'informatique, même ceux du management. Donc, c'est pas forcément les points là. Et effectivement, en se disant, mettons aussi la fonction d'agent d'accueil, on l'a évoqué, elle va aussi être impactée. Donc, c'est comment on accompagne ces évolutions, comment certains ont fait monter en compétences. Effectivement, mais j'allais dire, pour moi, ça relève plus des enjeux de dématérialisation peut-être que bien. C'est-à-dire quand on se rend compte et on vient bien aussi comment on organise nos données, parce que je vais formuler comme ça, que ça soit public, qu'on voit qu'il y a les mêmes tâches qui sont faites avec des multiplications que je donnais, alors qu'on pourrait faire une fois et que ce soit partagé. Oui, je pense que ça, on aura une efficience, mais j'allais dire finalement, c'est pas tant la suppression, puisqu'effectivement, maintenant, les départs à la retraite ne sont pas remplacés. C'est effectivement, mais comment on réoriente des métiers pour répondre aux besoins, et on revient bien aux besoins quotidiens. Je reviens sur ce besoin quand on est dans les collectivités locales, vraiment locales. On a les habitants qui sont là au quotidien avec leurs préoccupations, il faut y répondre. Effectivement, quand on est sur des échelles, et on travaille, moi je travaille avec des collègues de la région, du département, donc j'ai pas de sujet, c'est pas d'opposer, mais cette réponse première, elle est nécessaire. Et donc effectivement, on aura ces enjeux de fonction d'accueil qu'il va falloir faire évoluer et former, parce que c'est eux qui seront en première ligne. Et oui, il y aura, et peut-être que c'est pas tant dans les collectivités locales, mais que dans la fonction d'État et dans certaines entreprises. Moi, je travaille avec des grands groupes privés où ils réfléchissent aussi sur ces questions. C'est pas l'IA en tant que tel qui va aider à l'efficience, à ce genre de choses.
Par contre, sur les enjeux, je reviens travailler sur et ces réflexions, enfin, je les trouve très intéressantes. C'est l'impact et aussi l'impact en matière d'investissement. Où est-ce que là, je vais aller mettre d'argent? C'est pas d'acheter des solutions pour acheter des solutions. Effectivement, les éditeurs, je vais dire, sur les choses classiques, pour l'instant, on finance ce genre de choses. C'est pas là où on voit le plus d'innovation. Je vais réagir pour ancienne maire. Enfin, dans une petite collectivité, en fait, on n'a pas grand monde. Hein. En ETP, c'est pas secrétariat, service technique. Enfin, et effectivement, il y a énormément de tâches répétitives qui sont chronophages et sur lesquelles je pense que certains outils pourraient vraiment faire gagner du temps. Mais à côté de ça, on a des administrés qui sont de plus en plus exigeants, qui demandent voilà, d'être réactifs, d'être techniciens sur tout. Enfin, je veux dire, et que donc le temps dégagé de ces tâches répétitives peut être au contraire optimisé et rendu beaucoup plus intéressant dans le traitement d'informations ou de cas beaucoup plus complexes. Et il y en a dans les collectivités. Et donc, moi, je pense que c'est un mauvais calcul de se dire ah ben on va pouvoir investir dans telle technologie parce que ça va nous permettre de pouvoir réduire la masse salariale et optimiser nos budgets, alors même que l'on voit bien et que les collectivités savent qu'elles ont besoin de ressources humaines, en fait il y a des champs entiers de services publics locaux sur lesquels on doit gagner en efficience. Enfin, on voit bien que systématiquement on cherche à supprimer le nombre de fonctionnaires. Or la réalité c'est qu'on a besoin de services publics. Enfin, c'est une demande en tout cas que les Français demandent. On a envie de services publics. Merci infiniment à toutes les trois et je pense qu'on peut vous applaudir.